Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Leonardo Calcagno, je suis doctorant à l'Université d'Orléans. Je travaille sur les systèmes de retraite argentins et je voulais ici en fait présenter quelques informations et peut-être tirer quelques leçons des différentes réformes qu'a connu le système de retraite argentin qui ont été notamment très importantes et souvent systémiques. Donc, pourquoi est-ce que j'étudie le cas argentin? Dans ma thèse, bon, déjà c'est mon sujet de thèse, mais pourquoi est-ce que le cas argentin est intéressant ici? C'est parce que c'est un système qui a connu le mouvement vers et en dehors d'un système par capitalisation. En 1993, il y a eu une réforme de sécurité sociale systémique, où il y a eu la création d'un système à deux piliers, un pilier par répartition et un pilier par capitalisation, qui coexistaient. Donc c'est un système donc l'idée d'introduire ce système par capitalisation était multiple. D'un côté, c'était l'idée de promouvoir les contributions à la sécurité sociale en établissant un lien plus fort entre les contributions et les droits à la retraite. L'idée aussi, c'était d'aider au développement du système financier argentin, avec l'idée qu'avec l'épargne retraite qui allait être générée, ça allait être positif pour le système financier argentin. L'idée derrière, c'était qu'en augmentant l'épargne nationale, ça allait augmenter l'investissement national. Et donc, ça allait être bon pour la croissance et le développement argentin. C'était très en vogue au niveau des recommandations de la Banque mondiale, notamment à l'époque. Donc, pour financer la transition vers un système à deux piliers, qui s'est fait assez vite en fait, il y avait essentiellement de conditions plus dures pour accéder à la retraite, avec notamment un décalage de l'heure de départ à la retraite, l'augmentation du nombre d'années nécessaires pour accéder à une retraite de cotisation. Et il y a aussi le transfert de fonds de taxes des provinces vers le système de retraite. Donc, une des conséquences de ces réformes, c'était une baisse assez forte du taux de couverture. On passe à seulement 2/3 des personnes en âge 65 ans ou plus qui touchent une retraite en 2003, alors qu'on était parti 80%. Et aussi, ça a fait un déficit qui est très important et qui n'est pas étranger, notamment à la crise de la dette argentine en 2001. Le déficit était autour de 1 et 1,5% du PIB entre 1993 et 2001. Et ce qui est peut-être plus grave, c'est qu'à partir du moment où il y a eu des défauts de paiement argentin, le système a été forcé à être à l'équilibre et ça a été fait en baissant la retraite de façon illégale. Ça a posé beaucoup de problèmes. Les retraites ont été baissées essentiellement en n'ajustant pas pour inflation entre 2002 et 2006, alors qu'il y avait des inflations à deux chiffres. Donc, à part les retraites minimales, ça a fait beaucoup de baisses de retraite. Donc, le problème, c'est que du coup, le coût de ce transfert à un système à deux piliers, ça s'est fait aux dépens des provinces et aux dépens des retraités. Et les deux acteurs ont saisi la justice pour réclamer le retour de leurs actifs, en fait, et ils ont éventuellement gagné. Excusez-moi. Donc, cette réforme qui a introduit ce système à deux piliers a eu besoin d'être elle-même réformée. Et donc, il y a plusieurs réformes qui ont répondu à plusieurs aspects de cette réforme. Déjà, en 2006 et en 2014, il y a eu l'instauration de moratoires de retraite. Le système est un peu compliqué, mais essentiellement, il permettait à tout le monde de pouvoir accéder à la retraite, même s'il n'avait pas cotisé les 30 ans nécessaires. Donc, en 2006 et en 2014, c'était des mesures temporaires, mais qui ont été renouvelées et qui ont permis qu'aujourd'hui, il y ait quasiment 100% de personnes qui ont une retraite quand ils ont l'âge. 90% des personnes qui ont l'âge de par la retraite ont une retraite nationale. Donc, ouais, le problème de ces mesures, c'est que ça coûte de l'argent et que ça a causé un déficit, notamment de retraite, pour 2015. Alors que depuis 2002, il y avait toujours eu au moins l'équilibre. Donc, après, au niveau, l'autre réforme de la réforme, c'était la nationalisation des fonds de pension en 2008, où du coup, on est revenu à un système par répartition. Donc, les causes, ça a été, d'un côté, c'était coûteux, comme on l'a montré avant, mais aussi les pensions qui commençaient à être payées étaient vraiment faibles, au point où 3/4 des pensions étaient subventionnées par l'État pour atteindre le niveau minimum, le minimum légal. Et aussi, il y avait des gros coûts de gestion des fonds de pension privés, qui représentaient environ 15 à 35% de leurs ressources. Enfin, pour chaque 100 pesos qu'on mettait dans les fonds de pension, il y avait, en fonction de l'année, entre 15 et 35% qui allaient pour rémunérer en fait les frais de gestion du fonds, ce qui était énorme. Donc, avec la crise financière, il y a aussi le problème de la baisse de la valeur des actifs, donc la décision était prise de nationaliser.
Cette nationalisation a permis d'améliorer la soutenabilité du système de retraite par répartition, vu que tout le monde est revenu à cotiser dans ce système-là. Et ça a créé une retraite provisionnée avec un fonds de garantie de soutenabilité, le FGS, qui avait un objectif de fonds de développement et un peu de caisse de roulement en cas de crise. Voilà. Et la dernière réforme de la réforme, c'était en 2016, une réforme très récente, où essentiellement ça répond aux litiges des retraités et des provinces envers l'État. D'un côté, au niveau de la réponse des litiges, ça a coûté de l'argent. Essentiellement, ça va vider le fonds de garantie pour pouvoir payer des retraites plus élevées, qui répondent à peu près aux exigences de la justice, enfin, que le système judiciaire avait exigé pour réparer ces torts. Et aussi, il y a eu le retour des fonds en province, qui a été décidé. Et enfin, pour couvrir le problème de la baisse de la couverture et des moratoires de retraite, il y a une pension universelle qui a été décidée, même s'il est plus faible que la pension minimale. Enfin, c'est une réforme qui n'est pas censée être soutenable parce qu'il y a une autre réforme qui doit arriver en 2019. Et on attend de voir ce que c'est. Mais pour l'instant, on voit que le passage d'un système par privatisation et le retour à un système par répartition, en fait, ça a coûté pas mal d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour le cas argentin qui pourrait être utile pour d'autres pays? Au niveau de... Je pense qu'une des leçons qu'on peut tirer, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un système de retraite qui soit à 100% par capitalisation. Même si c'est juste un pilier, même si ça ne concerne que quelques retraités, ce n'est juste pas possible économiquement. Pourquoi? Bon, d'un côté, j'ai mentionné les coûts de gestion qui étaient très élevés parce qu'il y a un très grand défaut de concurrence dans le marché de pension de retraite argentin. Rien que ces coûts élevés de gestion font qu'on n'a pas assez d'argent pour payer des retraites décentes. On n'a pas, dans le cas argentin, vu de bénéfices macroéconomiques du passage à un système à deux piliers. On n'a pas eu plus d'épargne, on n'a pas eu plus d'investissement, et ça n'a pas augmenté les contributions en sécurité sociale. Le travail au noir a même augmenté. Donc, on n'a pas vu les bénéfices macroéconomiques qui étaient censés venir. Aussi, de base, les travailleurs qui sont dans le bas de l'échelle de revenus n'ont pas de capacité d'épargne pour être dans un système par répartition, et souvent ils ont une carrière courte, donc on va se retrouver avec des pensions qui sont faibles, et politiquement parlant, c'est pas possible de laisser des retraités avec pas d'argent, donc ça fait des subsides gouvernementaux, ce qui augmente le coût du système. Et le système par capitalisation peut être intéressant pour complémenter un socle qui, lui, doit être par répartition, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui ne peuvent simplement pas adhérer à un système par capitalisation. Mais il n'y a pas quelque chose qui soit intrinsèquement meilleur du système par capitalisation par rapport au système par répartition pour cette part complémentaire. Ça pourrait être très bien un système de retraite à points ou de NDC, de compte national. D'autres leçons qu'on peut tirer du cas argentin, c'est qu'en fait, les impératifs d'adéquation et de soutenabilité du système de retraite, en fait, l'adéquation, on peut aussi l'appeler d'une certaine façon l'équité, en fait, ces impératifs sont indissociables. D'un côté, l'adéquation des retraites dépend de la soutenabilité. Bon, d'un côté, parce que la soutenabilité, c'est un peu l'adéquation à long terme, c'est le fait qu'on puisse garantir aux retraités dans 10 ans ce qu'on donne aux retraités aujourd'hui, mais aussi que même l'adéquation à court terme peut être mise à mal en cas de déficit fort. Il peut toujours avoir le système qui ne marche plus. Si de toute façon il y a un déficit qui n'est pas couvert, ça fait soit de la dette, soit on va baisser les pensions, soit on va devoir augmenter les cotisations. Donc pour avoir une bonne adéquation, il faut une bonne soutenabilité du système. Et aussi la soutenabilité dépend d'une équité minimale du système de retraite, notamment que ça garantisse au moins une adéquation minimale pour tout le monde. Dans le cas argentin, le fait d'avoir rendu le système moins généreux en 1993, ça a fait des recours en justice, aussi bien des provinces, et par ricochet quand il a fallu baisser les retraites parce qu'il n'y avait pas assez d'argent des retraités, et ça met en danger la soutenabilité aujourd'hui. En plus, les problèmes sociaux que cette baisse de la couverture de retraite a généré font que
on a aujourd'hui un problème de déficit parce qu'on a dû payer des retraites pour tout le monde, même si ce n'était pas forcément très bien financé. Donc en fait, il n'est pas politiquement soutenable d'avoir un système où il n'y a pas au moins une retraite universelle et avec un niveau décent pour tout le monde. Et pour finir, des solutions éventuelles, donc là, je jette des idées, c'est pas quelque chose dont je sois certain, mais je pense qu'il faut quand même un minimum universel de retraite pour éviter une urgence sociale et pour avoir un minimum de soutenabilité, parce que de toute façon, l'État va devoir garantir politiquement un minimum à tout le monde. Donc autant le faire dans la loi et pas avec des subventions ou au fur et à mesure. Ensuite, les pensions au-dessus de ce minimum peuvent être liées plus fortement aux contributions passées. Et après, il n'est pas nécessaire que ce côté complémentaire. Après, il y a toujours dans la politique, on met plus ou moins de complémentaires. Il y a toujours une question de gradation après. Mais il n'y a pas d'avantage essentiel du système par capitalisation par rapport au système par répartition pour cette partie complémentaire. Et peut-être que le système par répartition peut le faire aussi bien, voire mieux. C'est quelque chose qui reste ouvert à discussion. Merci Leonardo, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est formidable, il est au tout début de sa thèse et on voit tout de suite que c'est un sujet passionnant, dramatique et avec beaucoup de considération. Il n'est pas au début de sa thèse. Ah bon, d'accord. Bon, ça faisait mieux dans le discours. Merci encore. Hector, tu peux nous... On va revenir sur ce que tu nous as dit, et en particulier les conséquences sur la crise financière que vous avez connue et l'horizon des agents. Hector, tu peux commencer, puisque tes slides sont prêts. I apologize for not speaking this beautiful language of yours. I'll have to talk in English. The next one, please. I'm going to try to be brief. This is a big panel. The motivation for this work that I plan to present is that the Inter-American Development Bank, among other agents, was very worried of what happens with migration in terms of pensions, health, and the fiscal system in general. Interestingly, their worrisome is not what happens with the receptor countries. What may happen with countries that are expelling a lot of young people in working age, and especially what will happen if they decide to return. This is a very interesting problem. Maybe you have your labor life in one country, but you can return to your original country without, however, contribution may have happened in the country you were working, and now you demand services in your country. So this was the logic of the study. We work and we decided to work with 3 Latin American countries, quite different. Ones that has like a stable population in terms of spelling and receiving, that is Mexico. We also work with Costa Rica, that is a net receptor, and we work with El Salvador, that is a country that spells a lot of people. Next, please. The methodology. Basically, what we are working is it's a variation of the generational accounts model of Auerbach, Gottkehl, and Kotlikov. We modified their model, and we are able to produce a specific fiscal demographic profiles for age, gender, income levels, and then we can net government income and expenditures and project this to a medium and long run terms. Some of you maybe are very familiar with these kind of models. If you are not, our simulator for Mexico is public. You can go to our website and full and see what happened if you modified taxes. But this was specifically done for several. We model, and I explain this in a second. We model different migration scenarios. By the way,
well, can you please go to the other one? Methodology. So we are going to modify our simulator code to include the specific characteristics of the social security systems in Costa Rica, El Salvador, and Mexico. It was a lot of work. We visited Costa Rica and El Salvador and interviewed all their agencies to understand how their system work and be able to translate this to the Mexican simulator. And then we did micro simulations for different expulsion rates, returning rates, family composition, participation in the labor markets. I'm going to jump directly to results because I'd like to have time to discuss the most important ones. Next one, please. Findings. There is an enormous problem with the defined benefit plans. Contingent debt that is embedded could derail the social security systems of these three countries. And despite the transitions to defined contribution systems, the effects of the older system will prevail for a long time. We believe that at least for a complete generation. This is something very serious in the region. Very serious. Next finding, please. Pensions are having a very strong effect on the contraction of the fiscal space. This is notorious in terms of public investment for infrastructure and health expenditures. So basically, what we are finding is that you have these generations, these cohorts, that some of them that participated in the formal sector rely on a definite on the older system that is defined benefit. And it's so much the amount of resources that they are absorbing that it may derail the whole social security system, and it's contracting the fiscal space for the whole economy. And we believe this is something very serious, and the problem is that usually people that work with pensions do not tend to work with the whole public finance system as a complete system. And something that we find, and shall not be a surprise, is that fiscal designs matter a lot, especially for fiscal incidents. And we believe, at least for the countries that we study, and we feel pretty confident that this can be extended to almost all Latin America, 2 or 3 countries as an exception, millennials will be very vulnerable. And this may bring a lot of political problems, and we are very, very, very worried. It's a specific cohort, millennials. Afterwards, the next generation, sometimes called the Z generation, will recover, something that has to do a lot with capital transfers. But this particular generation, from a fiscal standpoint, will be treated very unfair. Next finding, please. These countries are experiencing a demographic transition. Migration can have considerable effects on the shape of the transition. That's something that we are pretty confident. Factors like the age of the migrants, their participation in the formal labor market, and the current social security system is critical in terms of incidence and sustainability. Next finding. This is a little bit methodological, but more macro simulations are needed. Results are very sensible to assumption, thus better data will help. The need for administrative information and just income expenditure surveys, this is a big problem. I know that France has a wonderful tradition in terms of statistics, that your researchers are able to get administrative data. In Latin America, this is a problem. So most of the research is we use indirect sources like income expenditure surveys, and governments have been very, very delicate about providing administrative information. This has to change. This has to change. Demographic public finance matter. I mean, we need to do demographic public finances. And I was hearing this in the morning. Usually we don't think in terms of what's happening between generations, between cohorts, and the incidence problem among these different generations can have a lot of consequences for the whole economy. And you need to update your projections frequently.
ideally, you would like to have the institutions that can be together with you in this. Many of our countries still lack fiscal councils. That will be maybe like the natural candidate. Brazil just opened one. There are like 2 or 3 countries in the region with fiscal councils, but in general we don't have this. Something like the share here in France may be a very, very nice advisor in the creation of specific institutions, specifically in smaller countries. And the finding that our findings suggest what we found at the end of the day is that migration is good for the fiscal system in general and for social security specifically for the receptor countries. Maybe the economic intuition behind this result makes a lot of sense. If you have people in working age and sometimes they don't have access to the full systems, contrary to what many people think, they contribute a lot to the fiscal system versus what they receive. Obviously, there are many issues that need to be considered, especially if the people that is migrating is in working age, if they come or without their families, if they return to their countries. But in general, we have a lot of evidence in all these microsimulations for the 3 countries that receiving migration in terms of social security system and in terms of your fiscal system has a positive result. And we believe that this must open a discussion about how we think about migration. And I will end up here. I hope that we have some time for some further discussion at the end. Thank you. Merci. Merci. Je vais réagir tout de suite et après on donne la parole. Oui. Je veux bien réagir tout de suite parce que j'ai eu un peu une expérience aussi de consultant international où j'étais confronté avec un problème tout à fait analogue. C'était au Tadjikistan. Et le Tadjikistan, la moitié en fait de sa population active émigre dans les pays voisins, notamment la Russie ou le Kazakhstan, pour en fait réenvoyer des transferts sociaux, par Western Union ou autres moyens vers leur famille. Et donc on voit, enfin les statistiques sont absolument énormes. C'est quasiment la moitié du PIB qui est travaillé à l'étranger par des gens qui, alors c'est ça le paradoxe, quand ils reviennent au pays, après 10 ou 20 ans de travail très difficile, d'ailleurs souvent dans l'illégalité dans les pays où ils travaillent, ils n'ont absolument aucune couverture sociale puisqu'ils n'ont pas cotisé sur place. Donc le régime local, lui, a été allégé d'un fardeau de cotisation et surtout d'un fardeau de prestations et de droits, et ces gens-là ne récupèrent rien alors qu'ils se sont finalement saignés pour faire vivre leur famille. Donc du coup, il y a un problème d'architecture pour comment générer des droits à ces gens-là. Alors je vais aller vite parce que on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un véritable problème. Est-ce qu'on peut bâtir un système de points qui soit basé sur les transferts qu'émettent par exemple ces travailleurs en Russie, sauf que ils envoient de l'argent pas à eux-mêmes, mais à leur famille. Donc, qui est le bénéficiaire et qui est le titulaire du droit? Enfin, il y a toute une série de questions sur lesquelles il faut réfléchir. Mais je pense que ça va être un problème. C'est un problème qui va évidemment augmenter avec l'augmentation des migrations qui sont prévisibles et évidentes. Ce matin, Hippolyte le rappelait. C'est un problème
connaissent déjà beaucoup de pays, pas simplement le Mexique et les pays d'Amérique centrale, mais le Maroc et l'Algérie connaissent ce problème-là, avec des dispositions sur l'Algérie qui permettent de temporiser les choses. C'est à ma connaissance un problème qu'a en partie solutionné les Philippines, puisque les Philippines ont eu l'intelligence de créer un ministère, une administration et un ministère qui représentent l'intérêt des migrants, qui défend l'intérêt des migrants, et que les remittances que les Philippins renvoient au pays, il y en a une partie qui sert à payer des cotisations pour eux-mêmes et pour plus tard, mais c'est le seul pays qui est su affronter politiquement ce problème, qui est quand même très difficile, et trouver des embryons de solutions. Le sujet de notre table ronde, il est double, parce que c'est la magie de la chair. Il est de regarder un peu ce problème d'une protection sociale, internationale et globale à très long terme, mais on voit bien l'urgence qu'il y a à réfléchir dans ces catégories-là. Et ça sera un des axes de la chaire, si on peut y apporter une contribution, puisque évidemment c'est passionnant. Il est aussi de réfléchir à cette idée, il me semble, qui est une ancienne dans le débat français, d'un complément d'épargne retraite par un système de capitalisation. Et je crois que Anne, qui est vraiment une autorité en la matière, tu as des choses à nous dire en matière de méthodologie, de prudence, de gouvernance et de pérennité de ça. Je te remercie de... Merci François-Xavier. Tout d'abord, je voudrais donc dire que j'ai effectivement un passé d'universitaire dont Leonardo d'ailleurs est encore une réminiscence puisqu'il est en thèse sous ma direction. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est ici d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, donc, j'ai rejoint le Conseil d'orientation des retraites et ce que je vais dire aujourd'hui n'engage aucunement le Conseil d'orientation des retraites. Et d'ailleurs, je vais finalement parler assez peu des travaux du corps. Simplement, ce que je voulais donner, c'est quelques idées directrices sur l'épargne, enfin comment je conçois, comment je vais essayer de répondre à la question. Et je vais essayer d'y répondre dans une rhétorique assez académique. Je vais déjà essayer de définir ce que c'est que le système. Et donc, moi, quand j'entends système de retraite, je pense à un socle en répartition et un complément en capitalisation dans une architecture, alors soit en pilier quand on est plutôt dans des organismes internationaux, soit en étage quand on est au corps. Donc un étage en répartition et puis un complément en capitalisation. Je vais me placer dans une hypothèse qui est un peu celle de Leonardo et ce que je vais dire est assez proche de ce qu'il a dit en termes de philosophie de la retraite. Je vais me placer dans un système, dans un système obligatoire, et donc je ne vais pas réfléchir à un complément en capitalisation facultatif, mais je vais me placer dans une situation dans laquelle on choisirait une position du curseur entre répartition et capitalisation, de manière qu'on essaie de trouver optimale, tout en sachant que l'optimalité, en fait, c'est un choix social. Alors, le contexte et les contraintes, c'est l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un ralentissement durable de la croissance, durable avec un point d'interrogation. Soit on croit à la stagnation séculaire, soit on croit qu'on est on sous-estime, par exemple, les progrès de productivité et qu'on a des potentiels de croissance. En tout cas, peut-être qu'on peut faire l'hypothèse qu'on n'aura pas des croissances qui sont proches des 30 glorieuses. Deuxième hypothèse, une augmentation durable de l'espérance de vie, là aussi point d'interrogation, mais c'est vrai que les derniers travaux de l'INSEE en termes de projection démographique montrent qu'on continue d'avoir une hausse de l'espérance de vie en France, notamment masculine, ce qui est un phénomène un peu nouveau, en tout cas plus importante pour les hommes que pour les femmes. Et tout ceci conduit en France actuellement à une baisse des taux de remplacement à la retraite, c'est-à-dire donc de la part du revenu à la retraite par rapport au salaire d'activité, qui est d'autant plus importante qu'on se situe dans les derniers fractiles de la distribution des revenus. En gros, quand on est smicard, on a un taux de remplacement qui est plutôt très élevé, mais quand on est cadre supérieur, on a globalement, dans notre système de retraite, qui est plutôt redistributif, un taux de remplacement qui est relativement faible. Et donc, face à ça, il se pose, alors je parlerai plus d'arbitrage que de complémentarité entre adéquation et soutenabilité. En gros, si vous voulez garantir un très haut niveau de pension aux retraités, eh bien, vous
le fait au risque de mettre en péril la soutenabilité du système, ou bien si vous voulez garantir la soutenabilité du système, c'est peut-être pour en rabattre sur l'adéquation, c'est-à-dire le niveau de pension que vous allez fournir aux retraités. Et du coup, la tentation, elle pourrait être assez grande de dire, voilà, la répartition a un objectif d'adéquation, et puis la capitalisation, elle a un objectif de complément, et puis peu importe la soutenabilité, une manière de résoudre le problème, c'est de dire, on va se placer dans un système en capitalisation dans lequel on ne va pas promettre un rendement, mais dans lequel on est en cotisation définie, et le marché fera ce qu'il voudra en termes de rendement. Alors, la thèse que je vais développer, et en 2 autres diapositives, rassurez-vous, c'est que je pense qu'il faudrait limiter le socle de la répartition avec un objectif de soutenabilité qui serait limité au respect de contraintes d'équité, à la fois intergénérationnelle, ce qui est globalement l'objet de ce symposium, mais aussi d'équité intragénérationnelle, et d'envisager le complément de la capitalisation avec un objectif de sécurité financière. Encore une fois, je me place dans de la capitalisation qui serait obligatoire. Alors, du côté de la répartition, je pense que c'est une tarte à la crème de comment on définit l'équité. Je vais partir de l'idée que c'est le traitement égal des égaux, ce qui ne nous avance pas beaucoup, parce qu'il faut définir ce que c'est qu'un traitement égal, et il faut définir ce que sont des égaux. Mais le traitement égal, on peut l'imaginer à partir d'un certain nombre de critères. Alors, si je me place du point de vue de l'équité intergénérationnelle, en gros, je peux avoir 2 visions. Une vision d'équité intergénérationnelle dans laquelle, on pourrait dire que les générations seraient traitées de manière équitable si elles ont le même rendement de leur opération de retraite, ce qui m'amène assez naturellement à parler de systèmes en compte notionnel, puisque les systèmes en compte notionnel sont conçus pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, la masse des pensions que vous allez recevoir correspond à la masse des cotisations, à l'actuariat près. Et donc, il y a une soutenabilité automatique des régimes qui fonctionnent en compte notionnel et une équité entre les générations qui se définit comme étant chaque génération a le même rendement de son opération de retraite. Puis, vous pouvez avoir une vision différente de dire, attendez, c'est pas l'équité intergénérationnelle qu'on doit rechercher, c'est-à-dire pas que toutes les générations aient le même rendement de leur opération de retraite, mais un objectif de solidarité où on garantirait un taux de remplacement identique ou un niveau de vie relatif des retraités par rapport à la population active qui soit constant entre les générations. Et c'est en gros ce que fait notre système actuel, où on est plus sur une base de solidarité intergénérationnelle qui fait que on garantit à peu près depuis un certain temps un niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs qui est proche de 100%, un peu supérieur, mais qui se fait au risque d'un péril en termes de soutenabilité, et ce qui fait qu'on est, de manière assez récurrente, obligé d'ajuster le système, les paramètres du système de retraite, qu'il s'agisse d'ajuster les rendements du régime par points, ou qu'il s'agisse d'ajuster les règles de calcul d'annuité dans le régime de base. Donc ça, c'est la première question qu'on peut se poser sur cette répartition. La deuxième question renvoie à la notion d'équité intragénérationnelle. L'idée quand même d'un régime de retraite par répartition, c'est de couvrir le risque de longévité, donc le risque de vivre trop longtemps par rapport à sa capacité physique à générer des ressources par une activité. Et donc là, on a par exemple 2 thématiques d'équité qui sont assez prégnantes. C'est l'équité femmes-hommes et en fait la redistribution horizontale qui s'opère dans un régime par répartition, puisque en gros, c'est les hommes qui financent l'espérance de vie plus longue des femmes. Alors la réponse qui peut être immédiate, c'est oui, mais comme les femmes, pendant leur activité, ont des salaires plus faibles, grosso modo, ça fait une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que pendant leur activité, elles sont moins bien payées, mais pendant leur retraite, comme elles touchent la retraite plus longtemps, au bout du compte, on a un système de subvention croisée. En tant qu'économiste, je ne suis pas sûre que la subvention croisée, ce soit la meilleure chose, et que peut-être qu'il faut réfléchir à une tarification ou des règles qui restaurent l'équité au moment où les femmes sont en activité et qui restaurent l'équité au moment où les femmes sont à la retraite. Autre chose qu'on sait de notre système de retraite, c'est qu'il opère aussi des redistributions verticales. Et là aussi, il y a un phénomène qui est
pas très sympathique, qui est que la répartition opère une redistribution vers les gens qui ont une expérience de vie longue, qui sont plutôt des gens qui sont des CSP+, et vers des gens qui ont une espérance de vie courte, qui sont plutôt des gens qui ont des faibles revenus d'activité quand ils sont actifs. Et donc, ça, c'est une propriété du système par répartition qui n'est pas tout à fait désirable en termes d'équité intragénérationnelle. Et donc, on peut réfléchir, mais se poser aussi la question de est-ce que la capitalisation peut résoudre cette question d'équité intragénérationnelle et de redistribution, d'anti-redistribution entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, si maintenant je m'intéresse à l'autre volet de ma maison, qui est cet étage en capitalisation, donc l'idée que je veux défendre, c'est que l'objectif principal d'un système par capitalisation obligatoire, c'est un objectif de sécurité financière pour la couverture du risque de longévité. La couverture du risque de longévité en capitalisation, c'est en gros la couverture d'un risque par un autre risque. C'est-à-dire que je couvre mon risque de longévité en prenant un autre risque qui est le risque financier. Et donc là, je ne vais pas beaucoup m'étendre parce que je pense que Lionel va en parler. Quand on couvre un risque de longévité par une prise de risque financier, il y a le risque d'investissement et puis il y a le risque de calendrier, avec les mesures de risque qu'on entend toujours quand on parle du risque qui est lié à la capitalisation. On vous parle tout de suite de volatilité des prix des actifs financiers, prix des actions, ou volatilité des rendements. Alors que probablement, cette volatilité qui est mesurée par de la variance n'est peut-être pas l'indicateur le plus pertinent, et peut-être qu'il faudrait, pour des régimes en capitalisation, se poser directement la question de la value at risk ou la valeur en risque, c'est-à-dire je veux en tant qu'individu être sûr à 95% de pouvoir récupérer mon investissement quand j'arriverai à la retraite. Alors, après, comment est-ce qu'on couvre ce risque ? Est-ce que c'est la couverture du risque individuel de longévité ? Et là, c'est tout le débat entre les fonds à prestations définies et les fonds à cotisation définie, avec l'idée que ce qui me semble être primordial, encore une fois, dans un régime obligatoire en capitalisation, c'est le provisionnement des fonds à prestations définies et la protection des droits à pension, qui doit être vraiment prioritaire. S'agissant du risque collectif, et ça c'est des réflexions qui commencent à être menées notamment dans les pays qui ont développé quasiment la quasi-totalité de leur système de retraite en capitalisation obligatoire comme les Pays-Bas, c'est la mutualisation intergénérationnelle du risque de longévité, avec cette idée que la capitalisation doit être aussi capable de mutualiser les risques entre les générations, avec des générations qui pourraient avoir des forts rendements, auxquelles succèdent des générations qui auraient des faibles rendements du fait de cycles démographiques ou de cycles financiers, et du coup, de développer ce type de mutualisation. Alors après, sur quel type de produits on va offrir en capitalisation dans un régime de capitalisation obligatoire? Est-ce qu'il faut des produits qui soient dédiés ou des produits qui soient un peu des produits génériques? En France, on a l'habitude de dire que l'assurance vie joue le rôle d'épargne retraite. Il me semble que ce n'est pas une bonne vue de ce que doit être un produit d'épargne retraite. Et pour moi, un produit d'épargne retraite, c'est plutôt un produit tunnel. Donc, la sortie en rente. Là aussi, c'est des réflexions qui sont menées actuellement au Royaume-Uni, par exemple, qui avait libéralisé le régime la manière de transformer le pension pot en rente, et de supprimer l'obligation de la rente. En fait, ils se rendent compte qu'en supprimant l'obligation de la rente, on aboutit à des résultats désastreux d'effondrement du marché des rentes. Enfin, je conclus sur quelques propos sur l'horizon d'investissement, l'éducation financière et l'aversion au risque. Avec cette idée, alors on dit souvent qu'il faut, quand on est jeune, investir beaucoup en actions
profiter de la baisse de la volatilité à long terme du placement action, que tout ça, ça passe par de l'éducation financière, apprendre aux gens ce que c'est que le risque, apprendre à gérer l'aversion au risque. Alors, quand on parle d'aversion au risque, il y a l'aversion au risque financier, mais il y a aussi l'aversion à d'autres types de risques, et notamment quand on arrive à un âge très élevé, on commence à avoir une aversion au risque, mais au risque de consommation. Quand on est actif, le vrai risque, c'est le risque de revenu. Hein, je suis au chômage, je perds des revenus. Quand on est à la retraite, si on a un pilier en répartition qui est fort, on a très peu de risques revenus. En revanche, on a des risques de consommation liés au développement de la dépendance aux âges élevés. Et donc, plutôt que de laisser des choix qui soient très ouverts sur les produits et sur la prise de risque, d'avoir plutôt des choix qui soient contraints, avec des options par défaut, me semble une bonne façon de gérer le risque financier dans un système par capitalisation obligatoire. Je vous remercie. Merci. C'était évidemment très complet et très précis. Peut-être on va faire réagir Lionel qui est sur le même sujet et puis on donnera la parole à Antoine après. J'interviens. Oui, puisque vous êtes exactement sur le même sujet. Donc, effectivement, c'est très complémentaire parce que je vais insister sur ce transfert du risque de longévité vers le risque financier. Merci Anne. Quelques ordres de grandeur et quelques chiffres. Comme Anne vient de le rappeler, finalement, il y a deux éléments qui sont mis en avant pour défendre un régime ou un étage par capitalisation via l'épargne retraite obligatoire qui peut prendre différentes formes ou qui peut être libre, mais ça c'est plus compliqué, je crois que c'est plus Thomas qui en parlera. Les deux éléments, c'est le risque de longévité, c'est-à-dire que le régime par répartition n'est plus soutenable avec le vieillissement démographique, et donc on peut basculer sur la capitalisation, mais comme Anne l'a rappelé, on couvre un risque par un autre risque, qui est le risque financier. Et le deuxième élément qui est mis en avant, c'est que les rendements de la capitalisation, sur la longue période, dominent ceux de la répartition. Grosso modo, les chiffres qu'on avait pour la France, un portefeuille 100% actions, de 1950 à aujourd'hui, le rendement moyen, c'est 6,5%. Et aux États-Unis, c'était 7% sur tout le siècle. Alors que le rendement de la répartition en régime permanent, en état stationnaire, c'est le taux de croissance du salaire réel plus le taux de croissance de la population active. Alors durant les 30 Glorieuses, c'était autour de 4-5%, donc on était un petit peu en dessous, mais pas trop éloigné. Et maintenant, on est entre 1 et 2%. Hein, donc c'est le deuxième élément qui est mis en avant pour le... Alors, néanmoins, comme l'a rappelé Anne, il y a un risque financier quand on passe à la capitalisation. Et comme tu l'as souligné, ce n'est pas toujours évident de bien mesurer ce risque. Donc je vais vous donner une approche possible avec des travaux qu'on avait faits, qui datent un petit peu maintenant. Ils ont été faits au début des années 2000, c'était en 2005. Mais le message reste le même, on pourrait actualiser. Alors, les risques financiers de la capitalisation, il y en a... tout dépend comment, à la fin de votre vie active, vous allez utiliser le capital qui a été accumulé. Donc, il y a 5 types de risques. Il y en a un qui est vrai, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire une rente viagère où vous récupérez votre capital puis que vous allez le consommer au fur et à mesure. C'est le risque de trajectoire, c'est-à-dire que quand on a un rendement moyen, il ne va pas se passer la même chose suivant à quel moment les taux élevés de rendement vont apparaître dans, grosso modo, les 40 ans où vous avez épargné, où vous avez accumulé. Hein. Donc il vaut mieux les avoir en fin de période, les rendements élevés, qu'en début de période. Donc il y a un risque de ce qu'on appelle le risque de trajectoire. Le deuxième risque, c'est le risque de longévité. Lorsqu'on décide de racheter, enfin de prendre son capital. C'est-à-dire que si on vit trop longtemps, alors on retrouve le risque qu'on a sur la répartition, mais il est individuel au lieu d'être collectif. Et puis ensuite, quand on décide de passer à la rente, il y a 3 autres risques qui apparaissent. C'est le risque de liquidation. Si on liquide au moment où il y a un krach boursier, on a perdu beaucoup, voire très très beaucoup. C'est le risque de taux d'intérêt.
quand on veut transformer ça en rente viagère, par exemple. Et pour terminer, c'est également, alors là, un risque qui est commun à tous, c'est bien sûr le risque lié à l'inflation. Le risque d'inflation, donc ça a été rappelé pour l'Argentine. Donc je vous donne juste quand même des chiffres, hein, c'est-à-dire qu'une inflation, alors c'est pas du tout les mêmes taux, hein, mais c'est pour bien mettre en avant ce que ça implique. Une inflation de 2% par an va réduire le pouvoir d'achat d'un rentier de 16,3% au bout de 10 ans et de 24,2% au bout de 15 ans. Donc au bout de 15 ans, on a perdu un quart de son pouvoir d'achat avec un taux d'inflation qui est que 2% par an. Bon. Donc, plein de risques qui sont inhérents. Ceux auxquels je vais m'intéresser, c'est les deux principaux par rapport au système financier. C'est le risque de trajectoire et c'est le risque de liquidation, puisqu'on va supposer qu'on transforme son capital en rente viagère à 5% à la fin de son accumulation. Donc c'est un petit exercice comptable sur les profils moyens des salaires, d'évolution des salaires au cours de son cycle de vie en France, et sur les rendements de la bourse française. Je vais essentiellement donner les chiffres dans le cas où vous avez un portefeuille d'actions, un portefeuille à 100% actions, mais on avait fait aussi des exercices suivant que on faisait 50% actions, 50% obligations, puis suivant que c'est des obligations d'État ou des obligations privées, parce que les rendements ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc imaginons un individu qui va avoir son revenu. Alors il n'y a pas de choc dans la vie des individus. Hein. Thomas, lui, au contraire, ça sera complémentaire, va montrer qu'il peut passer plein de choses dans la vie. Là, c'est quelqu'un qui a une vie moyenne d'un Français, donc un revenu moyen d'un Français, et qui voit son revenu évoluer comme la moyenne des Français au cours de son cycle de vie, et qui va accumuler un capital pendant 40 ans, qui transformera en rente viagère à 5% au bout de ces 40 ans. Donc qu'est-ce que ça implique pour lui en termes de taux de remplacement, enfin qu'est-ce que ça entraînera pour lui en termes de taux de remplacement, sachant que les rendements, c'est ceux du système financier, de la bourse française, avec trois scénarios possibles. Les trois scénarios, c'est les taux de rendement sur le siècle dernier. C'est ce qu'on appellera le scénario noir, parce qu'en réalité, sur le siècle dernier, si on prend l'ensemble du XXe siècle, le taux de rendement, il n'est que de 2,6% en moyenne. Ou alors, le scénario optimiste, c'est les taux de rendement qu'on a connus depuis les années 50. On peut se dire, voilà, effectivement, il y a eu des guerres, il y a eu la crise des années 20, des années 30, mais tout ça, c'est derrière nous, et le futur, ça peut que ce qui s'est passé depuis les années 50. Et là, sur le taux de rendement moyen des années 50 à 2003, c'est 6,2%, c'est le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, qui est plutôt très bon. Et puis il y a un scénario mixte, alors c'est pas encore ça le tableau, mais c'est le scénario mixte où on dit on a 2 fois plus de chances d'avoir le taux de rendement des années 50, et sur 3 tirages, il y en a 2 qui viennent après les années 50, et donc quelque chose d'un peu médian. Alors, comment on va regarder si on introduit de l'épargne, retraite obligatoire, en quelque sorte, et comment on va essayer de mesurer ce risque. Ce qu'on a fait, déjà, première chose, si on regarde tout ce qui est prélevé sur le revenu de ce Français moyen, cet individu moyen, pour financer ses retraites, dans le cas de la répartition, c'est grosso modo 23,8%. Donc là, déjà, un premier chiffre qui est important, le taux de prélèvement à l'époque, pour financer l'épargne en moyenne sur les salaires, sur les revenus, c'était 23,8%. Donc grosso modo, imaginons qu'on passe complètement à l'épargne retraite, l'équivalent, ça serait de dire il a un taux d'épargne retraite de 23,8%. Donc on va regarder la comparaison, en sachant que le rendement, cette fois-ci, c'est celui du système financier. Et puis on va se fixer les objectifs, c'est là où justement on va pas faire comme Anne dit, c'est toujours compliqué, on va pas regarder la variance, l'écart type. On va se fixer des objectifs en termes de taux de remplacement. Alors à l'époque, on s'en était fixé 3, c'est ceux que vous voyez ici. Alors le taux de remplacement, c'est par rapport au salaire brut, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas les chiffres que le corps a en tête, parce qu'il travaille plutôt sur le salaire net, mais les travaux du corps au début des années 2000 expliquaient que si on gardait le régime par répartition tel quel et qu'on faisait tout peser le vieillissement sur le taux de remplacement, on aurait un taux de remplacement moyen de 45% sur le net.
Donc c'est les bons 33% en brut. D'accord? Donc 33% en brut, c'est un taux de remplacement en net de 45%, donc qui est très bas. Hein, mais c'est si on gardait la répartition et qu'on ne faisait absolument aucun ajustement, si ce n'est de faire évoluer le taux de remplacement pour rester à l'équilibre. Okay, et puis, il y avait, dans la loi Fillon, il y avait une cible. Dans la loi Fillon, il y avait une cible qui était de 66%. Anne, dans la loi Fillon, il y avait une cible de 66% de taux de remplacement en net. C'est notre 50% en brut. Et puis, il y avait une cible aussi pour, justement, les faibles revenus, SMICAR, qui était à 75%. Ou 85%. Oui, tu as raison. 80, alors attends, je l'avais noté, je crois que c'est ça, 85%, ce qui correspond à notre 65% en brut. Donc, juste 3 cibles. Alors, si vous regardez ce tableau-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous avez, c'est donc les 3 cibles, la probabilité d'avoir au moins ce taux de remplacement et les 3 scénarios optimistes avec une rentabilité moyenne des actions de 6,2, noir 2,1%, et puis médian, c'est situé entre les deux à peu près à 4%. Et les chiffres que vous avez à l'intérieur du tableau, ça vous montre quel devrait être votre taux d'épargne, retraite, qui vous permettrait, avec cette probabilité, d'atteindre ce niveau de taux de remplacement. Quand c'est en noir, c'est que vous voyez que c'est un taux d'épargne qui est inférieur au taux de prélèvement du régime par répartition. D'accord? Donc, c'est pas, les résultats ne sont pas très surprenants. Je vais peut-être garder juste le milieu du tableau, c'est-à-dire la cible qui avait été fixée à 66% de taux de remplacement. Vous voyez bien que dans le scénario optimiste, on a 3 chances sur 4 d'y arriver, ce qui est pas mal. Hein, on a 3 chances sur 4 d'avoir un taux de remplacement qui est supérieur ou égal à 66%. Et avec, quand je dis 3 chances sur 4, donc 75%, avec un taux d'épargne qui est inférieur au prélèvement qui est opéré par le régime par répartition. D'accord? Et puis, si on accepte une chance sur 2, au lieu de consacrer 23,8% de son salaire par la répartition, pour y arriver, on ne consacre plus que 10,6%. Donc, hein, oui, une chance sur 2. Ah oui, c'est... D'où la version risque, elle est très très importante. En réalité, dans l'épargne retraite, ce qui va être crucial, c'est la prise de risque qu'acceptent de prendre les agents. Hein. Et puis, par contre, on voit bien que si c'est le scénario noir, là, c'est quasiment impossible. Alors, Anne posait la question du curseur. Où est-ce qu'on va mettre le curseur? Donc, c'est le deuxième tableau, et j'en aurai fini. On a fait le même type d'exercice, donc toujours avec les mêmes critères de seuil de taux de remplacement, et avec un objectif de réduction de l'étage répartition. Je réduis de 20% les prélèvements qui sont opérés par la répartition. Okay, et donc ça vous donne le taux de cotisation qui correspond. Donc si on réduit de 20%, on a un taux de cotisation de 19,04 au lieu de 23,8, de 40%, 14,28, etc., etc. Donc ça vous dit, voilà, hein, je vais réduire d'autant mon taux de prélèvement sur les salaires pour financer la répartition. Et puis, je mets ce pilier par capitalisation. Et quelle est la chance, avec quel taux d'épargne, d'atteindre mes différents seuils de taux de remplacement. Et le résultat, il est simple. Je ne vais pas détailler les chiffres que vous avez là. Le résultat, il est simple. C'est ce que tu as dit, en quelque sorte, Anne. C'est-à-dire que si les agents sont averses au risque, n'aiment pas le risque, ils vont préférer la répartition, clairement. Grosso modo, vous voyez, s'ils veulent à 90%, si à 90% ils veulent être sûrs d'avoir au moins un taux de remplacement de 66%, ok, donc c'est le tableau du milieu, vous mettez tout à droite, hein, à 90%, vous voyez qu'avec la capitalisation, il faut un taux d'épargne qui oscille, prenons le scénario optimiste, entre 32 et 34%. Hein. Donc un taux beaucoup plus élevé que le prélèvement qui est opéré par la répartition. Inversement, si les agents ne sont pas averses au risque, qui sont prêts à prendre un peu de risque, à 50%, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, je ne sais pas, mais s'ils sont prêts à prendre du risque, effectivement, la capitalisation, hein, l'épargne retraite est préférable. Donc c'est un arbitrage aussi en termes de quels sont les risques que sont prêts à prendre les agents. Donc
Ça, c'est voilà, le message principal, avec des ordres de grandeur, et qui permet d'éclairer les éléments que Anne a mis dans un contexte plus global. D'accord. C'est passionnant, d'autant plus que la version au risque évolue en fonction de l'âge. Donc Aussi. on peut penser qu'un système pour les jeunes qui doutent de la répartition peut permettre de les raccrocher au système, et que pour des personnes un peu plus âgées, la prudence s'impose. Que rejoint d'ailleurs des conclusions qu'avait... enfin, peut-être pas des conclusions, mais des propos qu'avait tenus Anne. Antoine, tu vas nous faire part de tes réflexions, à la fois sur... ou plutôt tu présentes ce que tu voulais présenter. Ensuite, Marc, c'est toi qui nous expliquera ton système. Et toi, Thomas, qui enfin nous fera le plaisir de conclure et d'annoncer les recherches futures de la chaire, peut-être, sur le sujet. Oui, bon, merci. Moi, je voudrais simplement vous introduire un peu le point de vue d'un actuaire ou d'un ingénieur retraite, donc qui est dans la mécanique et dans les soutes pour faire fonctionner un système qui génère des droits et que ces droits puissent être honorés le moment venu. Alors, sur ces systèmes, François-Xavier a parlé des points qui, effectivement, me semble une technique tout à fait intéressante et sous-exploitée. Je vais y venir peut-être. Alors là-dessus, l'actualité fait bien les choses avec notre nouveau président qui a évoqué une réforme systémique avec le passage à un régime unique en points, régime uniforme. Alors peut-être là, je voudrais placer quelques commentaires pour peut-être amorcer une discussion. Alors, je crois que la justification du régime unique, c'est la fin des privilèges, en fait. C'est un peu une démarche où tous ces régimes spéciaux, ces avantages, on ne comprend plus rien. Donc, la tentation du politique est de régler le problème une fois pour toutes en mettant tout le monde dans un régime unique. Alors, ça ne me semble pas une très bonne idée, pour des tas de raisons qu'on pourra discuter, mais je pense que par contre, l'idée des points est une idée fondamentale. Donc, ce que je conseillerais si j'ai un conseil à donner, ce serait d'abord de rendre les régimes actuels qui fonctionnent en annuité en points, et de les faire fonctionner en points. Ensuite, et de façon à... Alors, quel est le gros avantage des points? C'est que ça rétablit une équité contributive. Le point acheté a la même valeur d'achat pour tout le monde, et le point servi aux retraités a la même valeur d'achat. Donc il y a une équité entre tous les gens, ce qui n'est pas le cas dans les régimes en annuité actuels qui fonctionnent. Alors, dans le régime général des salariés, par exemple, à cotisation égale, les droits peuvent être très inégaux. Il y a ceux qui ont des carrières courtes, qui n'obtiennent pas un minimum et qui sont très pénalisés. Les mêmes, avec une carrière un peu plus longue, ont accès au dispositif dit de minimum contributif, qui généralement, pour ces carrières, pour les plus faibles, aboutit à un doublement de leur retraite. Inversement, il y a des écrêtements sur les carrières longues qui fait qu'au bout d'un moment, vous cotisez à fond perdu. Donc on est très loin, en fait, très loin de l'équité contributive style des points. Dans les régimes spéciaux ou les régimes de la fonction publique, il y a l'inéquité qui vient de ce qu'on calcule la retraite sur la base du dernier salaire, sans tenir compte de tout ce qui a été du parcours de cotisation antérieur. Donc, et de plus, il y a les fameuses catégories actives
qui sont considérés dans beaucoup de ces régimes, bon, c'est les conducteurs à la RATP ou SNCF, etc., qui ont des conditions de départ privilégiées alors qu'ils cotisent exactement de la même façon que les autres. Donc là aussi, il y a une rupture d'équité contributive qui est massive. Donc avant de faire un régime, et ça c'est, quand on parle des privilèges, on pense souvent à ces gens qui peuvent partir très tôt avec des retraites importantes comparées aux autres sans... alors c'est pour ça que je ne veux pas être très long, mais la bonne approche serait sans doute déjà de basculer ces différents régimes en points, de façon à rétablir une équité contributive interne. Alors, il reste, donc ça pose des problèmes, ça pose le problème des catégories, comment on fait pour les catégories actives. Pour les autres régimes, bon, on a une technique qui a été éprouvée, qui a été très utilisée, que j'ai pu utiliser dans des régimes de profession libérale, etc., de cristallisation des droits du passé en points, et puis après, pour l'avenir, on acquiert des points normalement, et donc tout le monde est traité pareil. Donc ça, c'est faisable, ça peut être faisable en quelques trimestres, en fait, en conservant les régimes existants qui feront leur cuisine interne pour passer en points et arrêter en interne les modalités du passage de points qui leur paraîtront équitables. Parce qu'effectivement, il y a un problème quand on passe des annuités en points, qu'est-ce qu'on accorde au titre du passé. Voilà. Mais ça peut se faire régime par régime de façon décentralisée, et à la fin on aura, bon, en un an ou deux, des régimes qui fonctionneront, qui seront basculés et qui fonctionneront en points. Après, on peut tout imaginer, mais une convergence des régimes, de la même façon que les différents régimes ARCO ont longtemps été séparés, avec des rendements, pratiquant des rendements différents, et puis une convergence s'est petit à petit établie, mais ils fonctionnaient sur une base comparable, et on pouvait imaginer des règles de compensation des régimes démographiquement favorisés ou économiquement favorisés vis-à-vis des autres sur la base de compensation économique qui serait... Donc tout ça pourrait marcher. Il reste quand même un problème important qui sont les droits non contributifs. Or, dans nos régimes, on a divers types de droits non contributifs qui sont des avantages carrière longue, des règles de minimum pour remonter les retraites les plus basses, etc. Et là, quelle est la justification en fait des régimes qui ont été créés, c'est qu'il y avait un mélange de contributifs et de non contributifs au sein de chaque régime, de façon à ce que au sein des cheminots ou au sein des salariés, il y a une redistribution interne. Et puis quand même une contributivité, donc on fait un mélange des deux et un patchwork des deux avec un système un peu bancal de trimestres et de cotisations plafonnées. Alors ça, c'était à mon avis très adapté dans l'économie d'hier. L'économie d'hier, les gens avaient des carrières linéaires, enfin j'ai encore un peu de temps, les gens avaient des carrières linéaires, et donc chaque carrière linéaire, ça avait un sens que de mutualiser et de redistribuer au sein de carrières linéaires des avantages retraite. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec des carrières linéaires, mais des gens qui font des parcours en zigzag, en passant par la case chômage, chômage subi, chômage choisi, expatriation, revenir, passer du fonction publique au privé, etc. Donc on n'est plus dans les carrières linéaires, et alors du coup, les systèmes
les systèmes actuels conçus en silo sont très protecteurs pour les gens qui restent dans le silo, mais pour les gens qui naviguent entre plusieurs statuts, ils tombent dans des trous et ils ne sont plus couverts. Et c'est l'enjeu de la réforme, et c'est un peu ce que aussi Macron essaye de faire valoir, c'est qu'il faut assurer un socle pour l'ensemble des gens qui vont avoir des parcours hétérodoxes. C'est pour ça que je plaide sur le fait qu'il faut remettre en point les différents régimes existants qui correspondent à des carrières linéaires, mais qui seront peut-être plus courtes qu'avant. Et avec les points, on peut arrêter de cotiser à un endroit et continuer et cotiser à un autre, et on acquiert des autres points. C'est comme un système d'autoroute. On change d'autoroute, les péages ne sont pas les mêmes, mais voilà. Le réseau est interconnecté, et à la fin, vous arrivez à votre destination. Mais il y a aussi ceux qui font des zigzags et qui ont besoin d'une protection complémentaire, et c'est là où il y aura besoin d'un régime unique pour le non-contributif. Donc je plaide en fait pour la constitution d'un régime unique, le régime transversal de solidarité, par exemple, pour les avantages non-contributifs, et notamment les règles de minimum. Et alors, on a une beauté en France, c'est qu'on a fait un système pour le privé qui est basé sur les trimestres et sur les cotisations. Donc l'idée serait de garder les trimestres pour le non-contributif et de faire des acquisitions de droits et une détection des droits basée sur l'identification des trimestres, qui est déjà très bien faite actuellement, et par contre pour le contributif de le passer en point. Voilà, mais bon, j'aurais encore d'autres choses. Il n'est question que de points. Voilà. Donc, non, mais merci, c'est très clair. Enfin, à la fin, je me suis un peu perdu, mais parce que c'est la fatigue. Et finalement, ma première réflexion, c'est que les choses qui vous réunissent, là, les trois, et c'est très étonnant, c'est équité entre migrants, voilà. Équité et prise de risque. Prise de risque individuelle ou collective, équité entre migrants et sédentaires, équité entre hommes et femmes, ce qui est un propos à la fois très original et très solennel de Anne, équité entre contribuants, entre catégories professionnelles, et chacun cherche un système, lisibilité, équité dans la lisibilité de la prise de risque qui est proposée, et chacun d'entre vous a insisté sur ces questions d'équité, de prise de risque et de lisibilité du système, c'est-à-dire de sa pérennité. Peut-être, Marc, tu peux nous expliquer comment fonctionne ta caisse de retraite et les conclusions que tu en tires. Alors effectivement, donc, la raison de ma présence est liée à la particularité de la caisse de retraite que je dirige et que Madame Durand, qui dans l'assistance, préside. Je dirige donc la caisse de retraite des pharmaciens, qui est une des caisses donc, de profession libérale qui gère donc un certain nombre de régimes, dont un régime commun qui d'ailleurs fonctionne en point, qui est le régime de base des professionnels libéraux. Alors la singularité de notre caisse, c'est que précisément, tout à l'heure on parlait d'associer répartition et capitalisation, et à plus forte raison capitalisation obligatoire, et donc ce système existe au sein de la CAVP, puisqu'il constitue donc le mécanisme, le fondement du régime complémentaire des pharmaciens libéraux. Alors, donc c'est une expérience qui est intéressante, je pense, puisqu'elle est évidemment totalement différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer en France. Notre régime est méconnu et sa singularité donc échappe à un nombre d'observateurs. Je vais communiquer quelques éléments, je dirais, sur ce qu'est donc la CAVP, la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. Donc, c'est une caisse de petite taille. Nous affilions environ 50 000 donc, pharmaciens, donc actifs et retraités. Donc, on fait partie des petites caisses et qui sont un petit peu menacées si on entend certains discours. On espère faire partie des survivants. En tout cas, on estime que le régime de CAPI devrait nous aider un petit peu à surnager, ou en tout cas à se différencier des autres.
Donc je vais entrer un peu dans le détail. Ce régime, il a été mis, donc ce régime dual, enfin mixte, associant donc répartition obligatoire et CAPI devenu obligatoire, a été mis en place donc, en 1948, et surtout le volet CAPI a été créé ex nihilo par les administrateurs de l'époque en 1962, donc il y a aujourd'hui 55 ans. Quel a été le raisonnement? Eh bien, le raisonnement était de dire on a une profession étroite dont on ne connaît pas très bien l'évolution de la démographie à terme. Il serait prudent de compléter le régime de répartition par un volet, à l'époque facultatif, fonctionnant par capitalisation. Donc tout ceci, donc c'est vraiment un raisonnement à la fois novateur, en tout cas pour l'époque et encore aujourd'hui finalement, et que l'on qualifie, nous, de visionnaire, puisque on constate aujourd'hui qu'il aide beaucoup les pharmaciens à percevoir une retraite décente, même si, naturellement, ils espèrent toujours un peu plus. Alors, ce régime donc, créé en 62, donc, comme je le disais, entièrement facultatif, a connu un réel succès auprès de la profession, puisque 80% des pharmaciens en âge de prendre leur retraite étaient adhérents, jusqu'à un passé relativement récent. Et puis on a constaté au fil des années bien que le taux d'adhésion commençait à décliner, et on a rapproché, je dirais, cette tendance de la baisse des revenus des pharmaciens d'officine, puisque bon, ça échappe peut-être à un certain nombre d'entre vous, mais c'est une profession dont les revenus ne cessent de baisser. Et naturellement, quand on a moins de revenus, eh bien, on pense un peu moins à financer ces vieux jours, surtout quand on est encore jeune. Puis il y a naturellement aussi la concurrence de produits nouveaux qui présente un intérêt tout à fait évident en complément des régimes de retraite traditionnels, et en tout cas obligatoires. Donc cette je dirais, baisse du taux d'adhésion nous a conduit, et ça s'est fait, je dirais, en totale harmonie avec le ministère des Affaires sociales, à rendre obligatoire ce régime donc, qui a longtemps été facultatif. Et donc en 2009, ça s'est fait en 2 temps. On a rendu le niveau minimal de cotisation obligatoire, donc c'était à peu près un peu plus de 2 000 € annuels, hein, c'est pas des montants tout à fait considérables en tant que tels. Et puis, comme il y avait 6 classes de cotisation, eh bien, 6 ans plus tard, en 2015, on a rendu obligatoire chacune des classes en fonction du revenu eh bien, des pharmaciens. Donc, si je dis 4 ans, c'est parce que la première étape s'est faite sur une transition de 2 années. Alors ce régime, je vais m'intéresser, je dirais, uniquement à la partie capitalisation. Ce régime est un régime à cotisation définie. Je dirais qu'on en maîtrise le risque en ajustant, lorsque c'est nécessaire, les paramètres de liquidation des droits. On parlait tout à l'heure de régime tunnel, eh bien c'est un tunnel, effectivement. La sortie est obligatoirement opérée en rente et les capitaux ne sont pas rachetables et ne sont pas transférables. Donc on a la caisse à l'assurance de disposer sur plusieurs décennies des capitaux donc, qui nous ont été confiés volontairement puis à titre obligatoire par les pharmaciens d'officine. Les règles de solvabilité, on parlait tout à l'heure de sécurité, on essaie évidemment de s'astreindre au respect d'un certain nombre de dispositions qui évitent de prendre des risques trop importants. Nous appliquons solvabilité 1 et non pas solvabilité 2, tout simplement parce que, en raison notamment, je dirais, des besoins en fonds propres considérables prévus par solvabilité 2, eh bien, solvabilité 1 paraît être le régime le plus approprié. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que la loi Sapin 2, qui a créé les FRPS, a repris les règles de solvabilité, prévues par la directive solvabilité 1. Donc c'est classiquement la marge de solvabilité égale à 4% de l'engagement du régime. Alors, donc ce régime, il a aujourd'hui 55 ans. Il a, je dirais, pendant un temps, un petit peu dévié vers un mécanisme de semi-répartition. Et je dirais, il y a aujourd'hui une vingtaine d'années, on a, je dirais, rapproché les modalités de gestion de ce que dictait, je dirais, l'orthodoxie actuarielle. On encaisse aujourd'hui à peu près 130 millions d'euros de cotisations annuelles et il finance à peu près le tiers des retraites des pharmaciens libéraux, mais des retraites libérales. Il faut savoir qu'un pharmacien libéral a généralement eu une carrière de salarié en début d'activité et donc la CVP ne finance naturellement que la partie libérale de sa retraite.
La provision mathématique, c'est quand même plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui, donc nous ne sommes pas un petit acteur dans le paysage français. Donc, il y a très peu de fonds de pension. Les RAF en est un, et on sait à quelle vitesse donc, ces encours progressent, et on sait pourquoi. Nous sommes à un peu plus de 5 milliards, mais avec un taux de couverture par les actifs en valeur de marché supérieur à 130%. Donc on a aujourd'hui pratiquement 7 milliards d'euros donc, placés sur les marchés pour la gestion de ce seul régime obligatoire de capitalisation. On parlait tout à l'heure d'équité, de solidarité. Pour nous, elle s'exprime essentiellement par la mutualisation des risques. Ça, c'est, je dirais, un raisonnement un petit peu d'assureur, mais qui a ses vertus. On est également très attentif à la neutralité actuarielle. Pour nous, c'est à la fois un moyen de pérenniser le régime, de garantir finalement aux nouveaux entrants qu'ils auront un jour aussi le bénéfice d'une pension sans qu'ils doivent finalement payer en cours de carrière les déséquilibres qu'aurait généré une gestion pas très orthodoxe, on va dire. Et on vise une juste restitution des capitaux qui nous ont été confiés tout au long de la carrière par des pharmaciens. On est quand même un régime de sécurité sociale obligatoire et on a également un certain nombre de dispositifs qu'on appelle éléments de solidarité qui ne sont pas tarifés de façon actuarielle, de façon parfaitement juste. Donc on a des éléments de solidarité qui viennent un petit peu, je dirais, adoucir un petit peu l'ensemble du dispositif. Une des thématiques de la table ronde, c'est également de parler de financement de l'économie réelle. Donc, avec 7 milliards d'euros à placer pour ce seul régime, nous avons une certaine force de frappe. Je dirais qu'on imagine très bien, on parle nous de 50 000 affiliés. Si les caisses de retraite françaises dans leur ensemble développaient, je dirais, un régime surcomplémentaire obligatoire par capitalisation, on imagine, je dirais, que les masses considérables de capitaux que ça drainerait vers les marchés financiers. Il faut savoir qu'à notre échelle, donc 7 milliards d'euros, eh bien, nous investissons 13% de ces encours sur les actions, structurellement. Alors on peut aller évidemment un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc on parlait de prise de risque, elle est quand même à relativiser, elle existe, il ne faut pas se le cacher, mais 13%, ça reste quand même une prise de risque qu'on estime raisonnable. Un des aspects sous-jacents à cette part, je dirais, d'action au sein des encours, c'est également que ça permet, donc à notre échelle bien sûr, mais de contribuer donc je dirais, au contrôle du capital des entreprises françaises par des investisseurs domestiques. Je pense que c'est un problème dont on parle, je dirais, assez régulièrement, et les hommes politiques s'en emparent assez souvent. C'est quand même un problème de voir que l'essentiel de la capitalisation boursière de Paris eh bien, est détenu par des investisseurs étrangers. Des problèmes de localisation des sièges sociaux. Enfin, il y a une dimension souveraineté qui est tout à fait importante et on est convaincu que si d'autres régimes développaient, je dirais, d'autres caisses développaient des régimes similaires, eh bien l'économie nationale, l'économie française aurait beaucoup à y gagner. Pour être également très concret dans le financement de l'économie réelle, nous avons plus de 200 millions d'euros d'engagement en private equity et sur des fonds d'infrastructure. Alors on est vraiment dans l'économie tout à fait concrète. Et donc on contribue, grâce à ce régime, assez massivement, à notre échelle en tout cas, au financement des ETI et des PME, ce qui, de mon point de vue, est également tout à fait vertueux. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est un régime encore très original. Oui, tu as oui, c'est passionnant. Je trouve que c'est absolument passionnant. Ce qui m'a frappé, c'est la date de 62, parce que j'ai un vague souvenir de ce qu'en 62, il y avait un rapport de la Cour des comptes, le rapport Chaumeval, qui attirait l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la dégradation du rendement des régimes de retraite, on était allé se produire dans les années qui viennent. Et je vois bien que les pharmaciens, une fois qu'ils ont eu le diagnostic, ont appliqué un pronostic, ce qui ne nous étonnera pas. La deuxième chose qui est frappante, en fait, il y a une telle cohésion professionnelle que le pilotage de ce régime est fait visiblement avec une gouvernance qui est très économe. Et que là, on sort d'un domaine concurrentiel qui quand même coûte beaucoup d'argent. On a beau aimer nos compagnies d'assurance et nos fonds d'investissement, les coûts de structure et d'investissement sont d'irréellement et sont un frein à passer à des solutions comme celles que vous avez défendues. Donc ça, je trouve c'est très très riche d'enseignement. C'est un peu allemand, finalement. Vous êtes des apothicaires. Hein. Bravo, Madame la Présidente. Bravo, Marc. C'était... Si je peux compléter, oui. Enfin, moi, je trouve que c'est très agréable de présider une telle caisse aujourd'hui, mais surtout, on peut que rendre hommage à nos prédécesseurs qui, dès 62, alors qu'il n'y avait pas du tout de notion de problème démographique,
ont pensé à créer ce régime, enfin ce volet par capitalisation. Et c'est tellement vrai que nous, on arrive quand même là dans une période où on a un rapport démographique extrêmement défavorable dans notre profession, avec un pharmacien cotisant pour un retraité dès 2022. Donc, si on n'avait pas ce volet géré par capitalisation, je pense que ça nous retirerait une partie de sérénité. Alors, je ne dis pas qu'on est complètement serein sur la partie répartition parce que c'est compliqué, mais ça permet ce volet d'enrichir, enfin, de donner un petit peu plus de sérénité quand même sur l'avenir du système. Merci. On reviendra, il y aura probablement des questions. Thomas, c'est à toi maintenant, enfin. Nous allons avoir le plaisir de t'écouter. Je parle combien de temps? Il nous reste combien de temps là? Non, tu parles 10 minutes. Non, mais c'est très important ce qu'il a à dire. Je sais pas, moi, je vais essayer de moins de 10 minutes. Oui, tu essayes 10 minutes et c'est ce qu'il a à dire est très important parce que c'est un peu la synthèse des travaux de la chaire et des recherches futures. Donc on est... et tu vois qu'on a de la matière, même pour aller plus loin, diversifier, etc., de tout ce qui a été dit. Allez. Bon, en tout cas, merci. Merci de m'avoir invité, puis merci de me permettre de participer. Tu fais partie du dispositif. dispositif. J'aurais dû commencer par ça. Merci de m'associer aux travaux de la chaire. Donc je vais essayer d'être bref. Je m'étais déjà lié les mains dans le dos en ne prévoyant que 3 diapositives, et on risque d'en voir 2 sur les 3. Voilà. Donc, à la suite d'une sollicitation de la chaire, alors il y a 2 ans, il y avait une 3e collègue qui avait travaillé dessus, mais depuis l'an dernier, avec Audrey Desbonnets, on a mené une étude pour essayer d'évaluer l'effet de la constitution d'un fonds de capitalisation collectif obligatoire dans le cadre d'une approche théorique où on modélise explicitement le comportement des ménages. Okay. Alors, quel était... Oui, alors en fait, ce travail, comme on l'a développé depuis l'an dernier, à la présentation de la chaire l'an dernier, j'avais déjà présenté des résultats qui n'étaient pas encore complètement aboutis. Et là, c'est une version un peu plus affinée. Et je prendrai les 2 dernières minutes de mon intervention, qui en fera, j'espère, 7, pour dire ce sur quoi nous travaillons actuellement. Voilà. Donc, on essaie de se fier à la théorie économique, quand bien même on se doute bien qu'en réalité, les ménages ne se comportent pas forcément de cette manière. Donc, on se repose sur la rationalité. Ça nous astreint un certain nombre de contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et par contre, ça permet de représenter de manière cohérente leur comportement. Qui est évidemment après à mesurer l'écart entre ce que le modèle nous décrit et la réalité qu'on peut observer. Bon, par contre, pour les prévisions, on n'a pas de moyen de comparer. Et on va mettre le point central dans un modèle de cycle de vie qu'on peut néanmoins augmenter de motifs de legs. Donc, ceux qui ont entendu ce matin un de mes collègues dire que le modèle de cycle de vie n'existe pas, on peut tout à fait l'augmenter d'un motif de legs, auquel cas on n'épargne pas que pour la retraite, éventuellement pour léguer à ses descendants, ce qui est ce que nous faisons dans cette approche-ci. Et le point central consiste en l'épargne des ménages pour différents motifs. Donc, soit le motif de risque de revenu d'activité qu'on appréhende, le risque, la certitude, si on atteint la retraite, de voir ses revenus de remplacement baisser par rapport aux derniers revenus d'activité, le risque de vivre plus ou moins longtemps, enfin, donc évidemment c'est un risque de longévité en termes de financement, et donc on va intégrer tout ceci dans un modèle dont on dit qu'il est microfondé, donc on va essayer de décrire de manière cohérente ces comportements. Voilà. Donc dans ce modèle-ci, on a introduit un certain nombre de sources d'hétérogénéité qui donnent lieu pour certaines à des risques, pour d'autres à des différences déterministes. Donc on se repose sur la distinction par CSP, enfin, depuis une vingtaine d'années on les appelle les PCS. Donc on peut distinguer, en distinguant les agents par les ménages, si vous voulez, par leur PCS d'appartenance, on peut les distinguer par espérance de vie. D'accord ? On a des profils de carrière différents, des risques de revenus d'activité différents. Et on peut même, alors on a un modèle assez épuré, on a des taux de remplacement des pensions retraite apparents, puisqu'en fait, dans notre modèle stylisé, on fusionne le régime général et les régimes complémentaires, qui dépendent des PCS. En fait, pour être honnête, ils dépendent des revenus. On a pris les revenus moyens par PCS et qui présentent précisément cette forme de dégressivité que Anne mentionnait, à savoir que les ouvriers non qualifiés ont des taux de remplacement apparents supérieurs à ceux des cadres supérieurs. Voilà. Donc on met tout ça dans un modèle. Assez souvent, on compare ce qu'on appelle des états stationnaires. C'est plus simple à simuler. Et là, on va faire une vraie transition. Donc on a dû construire un état stationnaire de départ, plus ou moins cohérent avec les conditions démographiques actuelles, 2016, un état final, et puis la transition. Et en modélisant cette transition, on peut prendre en compte la pyramide des âges actuels et surtout son évolution au cours du temps. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je vais essayer d'aller vite.
on peut considérer un grand nombre de scénarios. Notre scénario de référence, il se cale plus ou moins sur l'un des scénarios centraux du corps. Donc on suppose que l'âge de départ à la retraite est de 62 ans actuellement et qui va évoluer progressivement jusqu'à 64 ans aux environs de 2040. Et donc dans notre scénario de référence, on demeure dans un régime par répartition. On bloque le taux de cotisation, taux de prélèvement à ce qu'il est aujourd'hui, qui aujourd'hui dans notre situation de référence permet l'équilibre. Et par contre, en le bloquant, on voit des taux de remplacement diminuer en raison de la baisse, du vieillissement du passage à la retraite de cohortes nombreuses, et puis de la baisse de la mortalité qu'on a également étalonnée pour essayer de correspondre plus ou moins aux prévisions notamment celles reprises par le corps. Thomas, ouais. Je crois qu'on va arrêter parce que l'autre débat va commencer là, et on n'aura pas eu de pause. J'en suis désolé. Il va falloir qu'on compense ton manque de parole pour notre public et qu'on envoie un papier. Mais le problème, c'est que l'autre débat va commencer, donc on est obligé, je crois, on me fait signe d'arrêter. On posera les questions à la pause. Je suis désolé, mais pour les prochains thèmes de recherche de Thomas avec nous, c'est sur l'épargne tunnel. On en parlera. Le risque et l'épargne tunnel. Et évidemment, tous les travaux et tous vos contributions à cette table ronde vont enrichir, et on ne manquera pas de vous solliciter, chers amis et chers professeurs, à la continuité de nos travaux. Il n'est que 2 points, disait Antoine Delard. Merci à tous, et on peut les applaudir.